Yves Laccueil, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Merci beaucoup. Nous allons parler de vous aujourd'hui, de l'homme d'affaires, mais pas tellement sur ce que vous savez faire, mais votre savoir-être, qui vous êtes vraiment. Alors d'abord, tout le monde ne vous connaît pas, donc je vous laisse vous présenter en quelques mots. Voilà, alors je suis directeur général du GIM. Le GIM, c'est le groupe des industries métallurgiques, la chambre syndicale de la métallurgie pour l'Île-de-France. C'est une structure qui a un petit peu moins de 100 personnes, avec plus de 50 juristes qui accompagnent 1800 entreprises au quotidien dans tous les sujets sociaux, formation, apprentissage. Si je remonte un petit peu en arrière, j'étais DRH pendant 18 ans et j'ai une formation d'ingénieur, mais dont je suis sorti depuis maintenant pas mal d'années, comme si je rajoute toutes mes années au GIM. Voilà. D'accord. Alors Yves, le matin, quand vous vous levez, que vous allez croquer dans la vie pour passer une belle journée, qu'est-ce qui vous anime? Alors, d'abord, j'ai beaucoup de chance. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas eu dans ma vie beaucoup de jours où je me suis levé en n'ayant pas envie d'aller travailler. Ouais, pas le blues, pas le blues du non, voilà. businessman. J'ai la chance d'avoir, j'ai la chance d'avoir un job qui est passionnant, qui est très varié, et je l'ai eu. Je suis un privilégié, mais j'ai un avantage, c'est que je le sais, et j'en ai un peu tiré parti, mais je crois que c'est pour le bien de tous. En tout cas, c'est pour moi, et puis je pense que quand on aime ce qu'on fait, on le fait bien. Moi, j'ai la chance d'avoir des responsabilités qui sont variées. Quand vous êtes le directeur général d'une structure avec des enjeux qui sont ceux des entreprises industrielles dans un monde, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui, qui ne sont pas simples. Nous portons des enjeux qui sont forts, il y a beaucoup d'attentes. Le GIM, c'est un lieu de confiance pour nos adhérents, donc il faut la maintenir, l'entretenir. Ça, c'est un très fort moteur. Et puis, j'ai des mandats par ailleurs dans certaines organisations. Donc, globalement, oui, je ne me pose pas la question de l'utilité. Je ne suis jamais allé en marche arrière, où je crois peut-être 20 fois dans ma vie, en bientôt 40 ans de carrière. C'est pas mal. Vous avez connu la solitude du dirigeant? Alors, assez peu, finalement. Ouais. Assez peu. J'ai envie de dire que je fais un métier, peut-être tentant, je n'en ai pas assez. Donc, c'est à moi plutôt de me fabriquer des moments de solitude pour se poser, prendre le temps un peu de réfléchir, prendre du recul, de la hauteur, parce que le quotidien peut tellement vous embarquer sur tellement de sujets, même des sujets stratégiques qui sont très, très passionnants. Et à un moment, je pense qu'au contraire, donc moi, je vais dire que je les recherche de temps en temps. Voilà, j'en ai pas assez. Alors la solitude, oui, dans ma vie professionnelle, certains moments, oui, des moments, oui, on se sent seul, c'est-à-dire qu'en fait, surtout, on se sent dans des situations où quand on est dans des situations compliqué, on sent que vous avez un peu moins de gens qui sont là pour vous aider. Donc, mais le tout, c'est d'avoir peut-être des ressources internes, mais aussi d'avoir autour de soi des personnes dans lesquelles on peut avoir confiance, qui sont des appuis. Alors bien sûr, je pense que la famille, les amis, ça joue pour beaucoup. Moi, je crois beaucoup à ce trépied, mais également dans un environnement professionnel, savoir identifier les personnes. Moi, j'ai une chance énorme. J'ai eu, je crois, sauf une fois dans ma vie, j'ai toujours choisi mes patrons. Toujours. Oui, c'est vrai que c'est une chance. Oui, toujours. Voilà. Et sauf fois où je ne l'ai pas fait, je me dis, tiens, c'est dommage. C'est dommage. Donc, oui, et même dans des entretiens de recrutement, je me dis, je ne sais pas si je vais là. Et je me dis, non, mais j'ai envie de travailler avec ces gens-là, parce que ces gens-là, ils ont un moteur, quelque chose. Voilà. Et je me suis retrouvé dedans. Voilà. Donc, je suis un privilégié, j'ai beaucoup de chance. Après, ça revient beaucoup, ce mot chance, dans votre bouche, mais il y a aussi le talent. Et vous avez un petit peu provoqué la chance, peut-être, quelquefois, non? On m'a dit un jour que j'avais une certaine intuition sur les situations, peut-être qu'il y a ça. Après, j'ai eu un DG il y a très longtemps qui a dit cette phrase qui n'est pas de lui, mais que je fais quand même un peu mienne, c'est « je crois beaucoup à la chance, plus je travaille, plus j'en ai Ouais, ». C'est-à-dire qu'il faut le travailler, et puis il faut savoir le saisir. C'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité, je pense, à se remettre en question. Moi, j'ai brûlé mes vaisseaux. J'étais dans une situation de confort avant d'arriver au gym où tout allait très bien au plan matériel. Je dis, allez, tiens, hop, je vais faire quelque chose de différent. Et les gens me disent, c'est un peu gonflé ton truc. Une part de risque. Oui, mais voilà, mais je pense que j'avais envie de le faire. Et puis, avec maintenant 8 ans et demi, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de le faire? J'ai jamais été aussi heureux au plan professionnel. C'est merveilleux. Voilà, non, j'ai de la chance. chance. Pas de regret. Ah non. Non, j'avais le seul petit regret au début de ma carrière, c'est qu'en fait, j'aurais aimé construire des bateaux. J'ai démarré dans le secteur de l'offshore, du parapétrolier, c'est un gros mot aujourd'hui, mais où j'ai trouvé des gens passionnants, mais où je me suis dit très vite, non, je sens que je ne vais pas pouvoir contribuer comme je voudrais, donc sans regret. Mais comme j'ai Naval Group parmi mes adhérents, quand je visite, je dis, quand même, ça c'est un truc, voilà. Mais heureusement qu'il faut avoir quelques regrets dans la vie, sinon ce serait épouvantable. Voilà. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Donc je vis avec ça, ce ne sont pas des névroses, en tout cas. Oui, non. Je parle beaucoup trop de moi, là, en tout cas. Non, mais vous êtes là pour parler de vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu des mentors? Alors un peu, mais
je vais me méfier des mentors. En fait, je me suis fait coacher une fois. Moi, quand j'étais DRH, je me dis, j'ai beaucoup de prescriptions de coaching. Je me dis, je vais me l'appliquer pendant un. J'en garde un excellent souvenir. Et avec une personne qui m'a beaucoup aidé, qui m'a été sur un sujet, il n'y a pas beaucoup de prescriptions. Des mentors, un peu, mais le mentor, très vite, je trouve que le risque du mentor, c'est qu'il se projette, il a envie pas de vous manipuler, mais il vous dit ce que lui, il aurait eu envie de faire et que peut-être il n'a pas fait, ou tel qu'il voit les choses. Donc, j'ai eu des mentors ou des propositions de mentorat, je me suis toujours un peu méfié, un peu défié de ça. Voilà, je trouve que, pardon, Alors dans le après, coaching... il peut y avoir des mentors que vous ne connaissez pas, mais qui vous inspirent de par leurs actes. Ah oui, alors oui, alors oui, bien sûr, forcément, il y a une valeur d'exemplarité, il y a forcément un certain nombre de personnes auxquelles on se dit, tiens, je me reconnais dans leur façon. Vous avez quelqu'un en tête, là, d'un peu connu ou pas, non? Je vais vous prendre, c'est plus qu'un exemple, D'accord. peut-être qu'un mentorat. Quand je suis arrivé au gym, à l'époque, le délégué général, c'est Jean-François Picard. Et je le vois assister à une réunion de négociation. Et moi, avant, je négociais les accords de branche dans l'assurance, puisque quand j'étais le DRH d'Allianz France. Et je l'ai vu dans le pilotage de la négociation. Je me suis dit, mais il est en face de moi l'exemple de ce que je cherche à faire. Voilà. Qui vous a inspiré, et donc, je lui dis d'ailleurs, je me suis beaucoup... Alors, il était surpris, mais je lui dis, mais ça m'a beaucoup aidé parce que quelque part, tu m'as donné l'exemple que ce que j'essaye de faire, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Yves, quelle est la part, selon vous, d'acquis et d'inné dans le leadership que vous démontrez? Moi, j'aurais mis quand même beaucoup de choses sur l'acquis, quand même. Ouais. Voilà. Sur l'inné, évidemment, je ne sais pas bien. Je crois que quand j'étais enfant, j'étais plutôt un animal sociable, mais en fait, j'étais d'une timidité. J'ose même pas dire à quel point j'étais timide. Moi, j'avais une phobie du téléphone, etc. Mais jusqu'à 25 ans, à peu près. C'est vrai? Ah oui, oui. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez... Je me suis donné des coups de pied au derrière sur quelques sujets. Justement, quand j'ai quitté Total, j'ai pris des responsabilités commerciales dans une entreprise américaine. A priori, ça semblait pas évident, mais je me suis dit, il faut que tu fasses ça. Donc, c'est pour ça que je crois beaucoup à l'acquis, mais à condition de se mettre en situation de sortir de sa zone de confort, peut-être accepter de prendre des risques. Ouais. Je trouve que le pire des risques, c'est de ne pas en prendre. Voilà. Alors après, l'inné, oui, j'ai peut-être beaucoup de chance d'avoir eu dans la tête, d'avoir... mais est-ce que l'inné, c'est pas aussi une partie de ce que vous avez dans votre enfance, dans votre éducation qu'on met sur l'inné? Voilà, moi, je pense que ça joue aussi. Je pense, oui, j'ai une mère assez exigeante quand même, on peut le dire. Une mère exigeante, oui. Les mamans, mais je lui en sais gré. Et puis après, elle m'a foutu une paire royale sur plein de sujets, mais elle avait bien installé les fondamentaux, voilà. Donc, oh là là, où est le canapé? En tout cas, la timidité, vous en êtes bien sorti, parce que qui l'eût cru quand on vous voit aujourd'hui? Oui, mais moi, je veux dire, j'ai recruté, quand j'étais DRH, j'ai recruté quelquefois des cadres RH qui étaient un peu réservés, un peu timides, et ils ont été très, très bons, notamment en recrutement, vous qui connaissez bien ce métier, parce qu'ils n'avaient pas de bruit de fond vis-à-vis de pas de projection, et donc ils laissaient les gens s'exprimer, ils mettaient les gens en confiance, voilà. Et donc je pense que cette timidité, quand elle est un peu maîtrisée, bien sûr, je pense, elle conduit à être, me semble-t-il, peut-être que c'est un peu ma marque de fabrique, très respectueux de l'autre. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent, quels conseils vous pourriez leur donner pour les timides? Parce que moi j'en croise, quelquefois ils sont paralysés par cette timidité qui les empêche d'avancer. Donc, moi je me suis lancé dans des petites choses toutes bêtes, comme ça, qui m'ont aidé. Je trouvais que je parlais pas très bien anglais. Un jour en Angleterre, je me trouve dans une situation compliquée. Je dis après tout, mais je suis le client, donc je vais parler très mal. Et on m'a compris. Je me suis dit, après tout, voilà. J'ai une chose, je parlais de coaching tout à l'heure, mais tenez, je vais évoquer le sujet. Je sais gré cette personne qui a en plus un très beau poste de DRH aujourd'hui. J'ai vu ça parce que je me suis posé cette question, j'ai vu ce qu'elle faisait. Je vais pas le dire, mais voilà, je suis très... c'est qu'elle m'a appris, en tout cas, à faire confiance à mon intuition. Je pense que quand vous êtes ingénieur au départ, tout ça, vous voulez tout passer au presse purée du rationnel. Oui, c'est un peu ça. Et ça, je crois que moi, j'ai eu la chance de me débarrasser de ça. Et c'est ça qui m'a peut-être appris, sans être... il ne faut pas être vraiment en situation d'abus de confiance. Enfin, il ne faut pas faire trop confiance. Il faut bien sûr pas être en situation d'excès de confiance. Mais en tout cas, faire confiance à son intuition.
Et ça, je pense que c'est ce qui m'a aidé. Et quand on est timide, à un moment, on se dit, bon, voilà, il faut que je me lance. Et puis, il y a des moments qui sont un peu compliqués. Ah oui. Et puis, vous avez des moments où vous avez le vrai truc qui vous fait que vous allez chercher le tréfonds de vos ressources. Oui, c'est ça. Je peux prendre un exemple. Je me suis retrouvé un jour à plancher devant 800 personnes avec une caméra suiveuse quand j'étais DRH d'entreprise sur les 35 heures. Et on m'avait dit, votre texte, il faut que vous l'ayez au millimètre, etc. Alors que j'ai horreur de parler avec des documents préparés, je n'ai pas de papier devant moi. Et à un moment, j'ai un trou. Et le trou dure 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Et vous avez 800 personnes et vous avez un petit rire dans la salle. Alors là, et là, j'ai eu cette chance, il m'a aidé. J'ai dit, mais ne riez pas, ce que je vous dis est très important, tata, et voilà, etc. Et je me suis réaccroché. Ah, ça, ouais. Mais en fait, je crois qu'il faut avoir, si j'ai envie de dire, en fait, quand on est timide, c'est parce qu'on a peut-être peur, on veut protéger son amour-propre. Moi, je me suis mon amour-propre, quand vous êtes DRH, il faut très vite l'oublier. Il faut marcher dessus un jour, le piétiner, l'avaler, puis on n'en parle plus. Voilà. C'est peut-être ça pour les timides. Et votre intelligence émotionnelle dans votre relation avec les autres? Je ne sais pas, faut demander aux autres, je ne sais pas quoi vous dire. Vous n'êtes pas un serpent froid, vous? Non, je ne suis pas un serpent froid. Je parlais du respect. De temps en temps, je vois par exemple dans des situations, par exemple, de négociation, je crois que je suis toujours resté respectueux tout en ne me prenant pas plus au sérieux que ça. D'ailleurs, quelquefois, je trouve que l'humour, j'ai travaillé avec des Britanniques, je trouve que l'humour des Anglais, où il y a un peu de dérision d'eux-mêmes, quelque chose qui nous fait du bien. Oui. Voilà, donc ça... voilà, donc travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà, peut-être que c'est et dans la relation aux autres, je trouve que ça joue un peu. Mais c'est vrai que l'ego, quelquefois, ça peut un petit peu. Oui. Alors c'est l'avantage quand vous avez été DRH dans une entreprise, c'est qu'à un moment vous vous dites qu'est-ce que j'en prends plein la tête et non, ça calme. C'est la fonction, mais c'est pas l'homme, c'est pas toi directement, donc tu vas assurer les choses, voilà. Et puis de temps en temps vous avez des choses à assumer qui sont pas des choses à faire ou à accompagner qui sont des choses qui sont difficiles. Moi je me souviens d'un très grave accident du travail que j'ai vécu, j'ai passé une journée où en même temps je me suis dit mais Yves, tu ne dois pas t'apitoyer sur toi, on t'attend pour bosser, pour faire le truc, pour faire le job. Au moment où tous les opérationnels ne sont pas là, ça c'est des moments où vous cristallisez un peu ce que vous voulez être, etc. Et là, voilà, je parle de ça parce que ça m'a beaucoup marqué, beaucoup. Et qu'en plus j'ai eu un sujet d'actualité qui est en lien avec ça. Donc effectivement pour moi, il y a une très forte charge émotionnelle et à un moment on se dit mais tu n'es pas là pour t'apitoyer sur ton sort. Voilà. Tu es là pour... Voilà. Il faut faire les choses en mettant de l'âme mais pas avec ses propres états d'âme. Voilà. Et vous qui, surtout avec votre casquette de DRH, vous avez dû l'observer, et puis vous connaissez les sociétés américaines et françaises. En France, on ne nous pardonne pas les échecs. Difficilement. Je trouve qu'on en pardonne beaucoup plus. Quelquefois, on en pardonne trop, d'ailleurs. Excusez-moi de le dire. Oui, je pense qu'on devrait quelquefois souligner les choses qui ne vont pas et les dire, plutôt que quelquefois ne pas le dire et donner l'impression qu'on pardonne. Mais en fait, au fond, je ne suis pas sûr qu'on pardonne tant que ça. Non, moi, j'ai passé 20 ans dans... Moi, j'ai passé 20 ans dans un groupe qui se veut très exigeant, le groupe Bouygues. Eh bien, moi, j'avais été très frappé d'entendre Martin Bouygues, qui venait d'arriver dans ce groupe, il était nommé de pas très longtemps, qui a dit il y a des gens qui ont fait des choses très, très fortes et très bien dans ce groupe, et quelquefois, quand ils font un échec, on a eu du mal avec eux. Et ben moi, je veux qu'on fasse ce qu'il faut pour qu'on redonne une deuxième chance, une seconde chance d'ailleurs. C'est bien. Il l'a fait, et c'était il y a pas mal d'années, et il l'a appliqué, il est toujours à la tête de ce groupe, et j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, pour la façon dont il a fait ça, parce qu'il le disait, mais il le faisait. Voilà. Oui, voilà, il faut exprimer les choses très importantes. Mais il a dit, et quand les choses n'allaient pas, un peu partout, là où j'étais, on se l'est dit. Et là où on ne se l'est pas dit, c'est souvent été moi en charge, je me suis senti en devoir d'aller le dire. C'est un peu assertif, jamais malveillant, mais... Oui, d'accord. Alors malheureusement, le temps passe vite, heureusement, Yves. Mais j'ai encore une petite question pour vous. Vous savez à quel point je suis attachée à la parité. Vous êtes dans un milieu aujourd'hui, métallurgie, industrie, très masculin. Où est-ce qu'on en est? Ça bouge? Alors d'abord, un regret, c'est globalement dans les formations scientifiques, il n'y a pas assez de femmes, et ça, dans l'industrie, où il y a quand même beaucoup de sujets d'ordre technique, etc., on a beau dire, quand vous n'avez pas la même proportion d'ingénieurs hommes-femmes que dans des écoles de commerce, quelque part, on le paye. Alors moi, au gym, j'ai un peu de chance, c'est que les juristes en droit social, et c'est peut-être c'est presque un travers, il y a énormément de femmes, et j'ai aujourd'hui, le gym est une structure dans laquelle il y a 75% de femmes, et j'ai un comité de direction, et 2 tiers de personnes sont des femmes. Sur 6 personnes, il y a 4 femmes, donc je pense que
Je pense que les choses sont convenables. Nous sollicitons, et c'est pour ça que nous avions d'ailleurs été partenaires des Assises de la parité, un certain nombre de femmes, parce qu'on trouve des femmes, chefs d'entreprise, qui ont repris des entreprises familiales, etc. Et on a des belles histoires à raconter. Et on en a d'ailleurs quelques-unes de plus depuis les dernières Assises. Donc je pense qu'il faut raconter ces histoires-là, il faut les mettre en avant, il faut les pousser, et il faut les mettre un peu plus en évidence, parce qu'il y a vraiment, et en plus ce sont des très belles histoires, et il y a une vraie contribution spécifique, je trouve, des femmes dans l'industrie. Il faudra faire passer le message à vos adhérents. Mais nos adhérents le font, et nous avions franchi la barre des 25% d'administrateurs, parce qu'on s'en occupe. Alors après, de temps en temps, on est administratif, il dit je m'en vais parce que je suis promu. Alors on a perdu, donc on n'est plus à 25 aujourd'hui, mais c'est du bon cholestérol, donc on va s'y atteler. C'est du bon cholestérol. Alors, en conclusion, vous savez... Il y a donc, quand on exprime des choses, il y a un ressenti corporel, on ne peut pas séparer le corps de l'esprit. Et comment vous sentez là, après avoir papoté comme ça sur des sujets inhabituels? Je ne mets pas trop a priori le sujet qu'on allait aborder, vous l'avez fait très bien et vous avez su mettre en confiance. Alors j'aime bien ce mot de la confiance parce que c'est le mot-clé de l'organisation dans laquelle je suis. Donc, voilà. Ça sera le mot de la fin, confiance. Exactement. Merci Yves. Merci beaucoup.